Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse tactique où on va réagir au match face à Séville. On va voir ici deux points qui n'ont pas fonctionné et qui avaient déjà posé problème dans le passé. Donc c'est important pour moi qu'on s'y attarde aussi et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais on va aussi regarder des points positifs évidemment avec les individualités pour moi où il y a quelques joueurs dont il faut absolument mentionner le nom. Et puis on va regarder aussi par rapport à d'autres aspects des choses du côté du Barça qui fonctionnent hyper bien et qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite lors de cette saison. Alors on va commencer dès maintenant par le premier point et là je vais parler du but encaissé face à Séville parce que quand on regarde c'est la gestion du piège de hors-jeu qui n'a pas été bonne. Maintenant pour moi ce n'est pas un problème du côté d'Hansi Flick, ce n'est pas un problème du côté du collectif, c'est surtout une individualité qui a posé problème et quand on regarde les images on comprend tout de suite qu'il s'agit évidemment de Ronald Araujo. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais juste avant d'y revenir, quand on regarde sur l'action, ça se joue à rien du tout. Regardez les images, vous allez voir, ça se joue véritablement à quelques centimètres. Et après, on a même vu des images sur les réseaux sociaux qui montrent que Araujo ne serait visiblement pas le joueur qui couvre. Ou en tout cas, Saúl Ñíguez ne serait pas en position de hors-jeu pour être plus clair. Et ça en soi, on ne sait pas vraiment. Honnêtement, à l'œil nu, pour moi, c'est pas possible vraiment de voir ça. Il y a des ralentis, il y a des images qui sont données. Maintenant, est-ce qu'elles sont données au bon timing ou non? On ne sait pas. C'est toujours la même question, surtout quand l'arbitrage n'est pas toujours très net. Donc par rapport à ça, c'est difficile de se faire un avis. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ici de voir que Araujo est en retard. Araujo est le dernier joueur qui va jouer le piège du hors-jeu. Il prend trop de temps, c'est le joueur le plus reculé du Barça sur le terrain et à chaque fois, il y a une question de timing qui n'est pas bonne chez lui. On comprend bien parce que ce soit dans ce match-là ou dans les autres précédemment, cette saison, il a beaucoup de difficultés. On l'a vu face à l'Atalanta, on l'avait vu aussi dans d'autres matchs. À chaque fois, il couvre les attaquants en position de hors-jeu. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que Hansi Flick mise beaucoup là-dessus, sur le piège du hors-jeu, et ça fait partie intégrante de son plan. Regardez par exemple ici face à Séville, une fois que tu couvres Saúl Ñíguez, ça fait qu'il y a des espaces énormes qui s'ouvrent. On voit que Szczęsny doit courir dans la direction de son but. Koundé aussi doit taper un sprint énorme avec beaucoup de retard. Et donc, par rapport à ça, ça fait que Séville est en surnombre. Séville peut marquer un but facile parce qu'il y a le décalage qui est créé, il y a beaucoup d'espace, ils sont en surnombre aussi, et puis le joueur n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Tout ça provient à cause d'une erreur individuelle de Ronald Araujo qui n'arrive pas à avoir le bon timing. Et je vais être très clair avec vous. Araujo, pour moi, en termes de qualité naturelle, c'est un superbe défenseur. Physiquement, c'est un monstre. Il mesure plus d'1,90 m. Il est très physique, il est très rapide, il est très dur sur l'homme. Il fait peur aux attaquants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que dans le style d'Hansi Flick, il pose problème. Il a déjà montré et il le montre à nouveau. Quand on regarde, Hansi Flick mise sur deux aspects principaux. L'idée de pouvoir mettre en place le PSG hors-jeu, donc les défenseurs centraux sont les joueurs les plus importants parce que c'est les joueurs qui sont le plus bas sur le terrain logiquement, et donc c'est eux qui doivent surtout mettre en place le PSG hors-jeu. C'est à partir de eux que ça commence. Ça, il faut se le dire. Et puis, qualité de la relance aussi. Vu que la position des attaquants est très haute sur le terrain, les milieux de terrain aussi ne sont pas amenés à descendre en défense pour faire le jeu. Et donc, à ce moment-là, tu responsabilises les défenseurs centraux à la relance. On le voit, par exemple, Pau Cubarsí, ce n'est pas un problème pour lui. Il excelle là-dedans et on voit ses qualités. Inigo Martinez, lui non plus, ce n'est pas un problème pour lui. Eric Garcia, ce n'est pas non plus un problème pour lui. Mais Ronald Araujo, c'est un gros problème pour lui. Ça, on le savait. Mais quand il est encore plus responsabilisé, ça pose problème. Donc ça fait 2 points sur lesquels il n'excelle pas. Alors en dehors de ça, on peut dire que dans le duel aérien, il est très bon. Encore que je trouve que Nico Martinez, par exemple, en gagne plus que lui. Et puis on peut dire aussi que oui, physiquement, on a un contre un. Une fois que ce n'est plus une question de piège de hors-jeu, de positionnement, là-dessus, il peut être très bon. Et par rapport à ça, en fait, on se dit que c'est trop léger. Et quand on regarde, je vais peut-être être sévère pour vous et pour beaucoup, ça je le sais, mais Eric Garcia à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait qu'il ne mériterait pas d'être devant Araujo si on ne parle pas de statut, si on ne parle pas de salaire? Parce qu'Eric Garcia, lui, comprend très bien le piège du hors-jeu, apporte beaucoup à la relance. Alors, intrinsèquement, Eric Garcia est un moins bon défenseur qu'Araujo, mais il comprend mieux les exigences de Hansi Flick, comprend mieux ce qu'il doit apporter au système. Donc, à partir de là, il mérite plus de jouer.
Et évidemment qu'Araujo est un meilleur défenseur, Araujo fera certainement une meilleure carrière qu'Eric Garcia, mais dans les faits, quand on regarde, c'est tout simplement la réalité. Aujourd'hui, Eric Garcia mérite plus d'avoir du temps de jeu qu'Araujo parce qu'il pose beaucoup plus de problèmes au Barça. Après, attention, Araujo peut encore mieux comprendre le piège du hors-jeu, progresser là-dessus, un petit peu à l'image de Tech aussi. Lui, dans les cages, au début, quand il devait faire des sorties, c'était catastrophique. Là, aujourd'hui, on voit que plus le temps passe, plus ça va. Il prend quand même moins de risques, il comprend mieux et lit mieux le jeu, donc il commence vraiment à progresser et fait des arrêts importants sur sa ligne. Araujo aussi peut encore s'adapter et progresser, mais à l'heure actuelle, ça pose vraiment problème au Barça. Le second point négatif que je veux aborder dans cette vidéo, c'est par rapport au jeu très agressif de nos joueurs. Quand on regarde ici, je fais référence au carton rouge. Et là, évidemment, il y a l'exemple très récent de Fermín López qui fait un tacle criminel. Vraiment, le tacle qu'il fait face à Séville, c'est assez abusé. Alors, on comprend bien que dans l'intention, il ne voulait pas faire mal. Il voulait récupérer le ballon. Et on sait que c'est dans son style d'être très agressif, d'être très dur sur l'homme. Et c'est l'une de ses plus grandes qualités quand on regarde. Parce que Fermín López récupère beaucoup de ballons, presse très bien, apporte beaucoup d'énergie au sein de l'équipe, etc. Il y a beaucoup de positifs. Maintenant, là, on voit bien que c'est exagéré. Il a fait une faute beaucoup trop violente et donc il a pris un carton rouge et le Barça a dû jouer à 10 contre 11 dans un match très important où il fallait à tout prix gagner. Ils ont fini par gagner, donc ok, c'est pas grave. Maintenant, quand on prend du recul, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Tech aussi avait pris un carton rouge face au Real Madrid et là, il y avait quand même pas mal de buts d'avance, donc ça allait, mais bon, ça reste tout de même un carton rouge. Avant ça, il y avait aussi Marc Casado qui avait pris un carton rouge et même Ferran Torres. Donc cette saison, on a eu 4 cartons rouges, toutes compétitions confondues. Ça fait tout de même beaucoup et à chaque fois on voit le même problème. Il y a un excès d'engagement, à part pour Casado qui avait pris 2 cartons jaunes, mais en tout cas 3 fois, c'est des tacles où l'engagement est beaucoup trop prononcé. Si c'est le cas, c'est parce que Hansi Flick demande à ses joueurs de presser constamment, de mettre en place aussi un contre-pressing agressif, de mettre une grosse intensité. Et donc les joueurs veulent bien faire, veulent être proactifs sur le terrain et donc des fois ils en font trop. Alors pour moi c'est une très grande qualité qu'Hansi Flick a su remettre beaucoup plus de rythme au match avec plus d'intensité, avec des duels aussi beaucoup plus impressionnants et on sent que les adversaires le subissent énormément. Maintenant il faut faire attention, il faut un petit peu plus gérer ça et apporter moins de folie. Quand on regarde par exemple face à Séville encore une fois, Fermín López prend un carton rouge, mais pourquoi il rentre à la base? C'est parce que Gavi lui était trop agressif, avait déjà pris un carton jaune aussi. Et c'est un petit peu l'exemple typique parce que lui, il n'a pas encore pris de rouge cette saison, mais il prend très souvent un carton jaune. Et s'il ne sort pas, bah, on sait tous qu'il va finir par prendre un rouge dans le match. Ça, c'est un gros, gros problème. Et cette idée-là d'être un peu trop agressif, ça peut aussi apporter des limites au sein du Barça. Parce que là encore, tu es face à Séville, tu avais 2 buts d'avance, ok. Si maintenant tu joues en Ligue des Champions face à une plus grosse équipe et que le score est serré, là, ça va être très très compliqué. Et tu vas t'en mordre les doigts parce que cette saison, le Barça a de quoi faire une grosse saison. Mais si jamais il n'arrive pas à le faire comme la saison passée parce qu'il y a une erreur individuelle, un excès d'engagement ou quoi, là, ce serait vraiment quelque chose de très dommageable. Donc, il faut faire attention. Pour moi, quand ça arrive autant de fois, ce n'est pas un hasard. Et par rapport à ça, il faut tout simplement gérer un petit peu plus les émotions et être plus lucide au niveau des tacles. Maintenant, par rapport à tout ça, j'ai dit 2 points négatifs. Il faut désormais parler du positif. Et j'ai envie de parler de quelques joueurs pour commencer. Au niveau des individualités, le premier joueur à mentionner à tout prix, c'est Don Pedri. Je vais être très clair avec vous. Pour moi, le débat du meilleur milieu de terrain au monde n'existe plus. Et ça ne sert à rien de répéter que Pedri est le meilleur milieu de terrain au monde parce que c'est un tapin, parce que c'est une évidence. Ce que j'aimerais surtout dire, c'est que pour moi, Pedri est désormais dans le débat du meilleur joueur au monde. Parce que là, il est beaucoup trop régulier. Il enchaîne des matchs exceptionnels. On sait tous que les milieux de terrain sont moins valorisés que les attaquants pour le ballon d'or par exemple, ou même de manière générale, et qu'il faut plus faire des stats, etc. Mais Pedri, ce qu'il fait sur le terrain, comment il organise le jeu, comment il arrive à dicter le tempo du match à lui seul, c'est de la folie. Il réalise une saison stratosphérique. Vraiment, c'est choquant. Il faut se le dire. Parce que le nombre de différences faites de manière individuelle, constamment, comment à chaque fois il arrive à dire à ses coéquipiers quand il faut accélérer, décélérer, quand il faut jouer des ballons longs, ballons courts, il donne vraiment les consignes. Et puis à chaque fois, quand il reçoit le ballon et qu'il est entouré de plusieurs joueurs, il va toujours réussir à gérer la situation. On a l'impression que quand il reçoit le ballon, le temps s'arrête.
Et c'est lui qui va décider qu'est-ce que le Barça va faire. Si le Barça va attaquer, va calmer le jeu, va reculer, va avancer, c'est lui qui décide de tout ça. Ensuite, par rapport à Rafinha aussi, il faut en parler. Parce que Rafinha est arrivé à un stade aujourd'hui où même lorsque dans le jeu, il ne fait pas spécialement un bon match, il arrive tout de même à briller. Quand on regarde par exemple face à Séville, lors du premier but, c'est lui qui fait le pré-assist parce qu'il donne d'abord le ballon pour Inigo Martinez qui fait la remise à Lewandowski. Quand on regarde par exemple, encore une fois face à Séville, il met un but magnifique du pied droit. Vraiment, son but est phénoménal et en plus de ça, il donne aussi un assist à Eric Garcia. Donc ça fait un pré-assist, un assist et un but. Il est impliqué sur 3 des 4 buts du Barça. Le tout en n'ayant pas spécialement fait un grand match dans le jeu, en tout cas d'un point de vue technique par exemple. Ça, c'est impressionnant et ça fait aussi que le Barça a de quoi espérer de bonnes choses. Parce qu'avec un joueur comme ça, aussi décisif, c'est vraiment un énorme bonus. Ensuite, par rapport à Lamine Yamal, pour terminer. Alors, je pourrais parler de plein de joueurs, mais j'ai envie de parler de Lamine Yamal ici, parce que quand on regarde, je l'ai critiqué, et c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, il est un peu trop perso. En tout cas, il joue trop pour lui et pas assez pour les autres. Ça, c'est clairement visible. Il veut marquer son but à chaque fois, etc. On peut le comprendre en soi. Mais dans l'idée, il nous a toujours habitués à être hyper collectif, à jouer pour les autres, et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Ça, c'est factuel. Quand on le regarde dans les matchs, on le voit très clairement. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand il joue pour lui, il fait beaucoup, beaucoup de différences individuelles. Le nombre de dribbles réussis par match, c'est dingue. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces dribbles, par exemple, ils font moins de différence qu'avant. Avant, il pouvait faire 2 fois moins de dribbles par match, mais ça apportait toujours quelque chose. Parce que après le dribble, il frappait, ou il faisait un assist, ou il faisait quelque chose en tout cas, et donc il arrivait à terminer les actions. Aujourd'hui, souvent, il dribble un peu plus loin du but, parce qu'il joue plus pour lui que pour l'équipe. C'est vrai, mais dans l'idée, on voit qu'il est en train de passer un cap et qu'il fait très peur aux défenses, qu'il y a souvent 2, 3 joueurs sur lui à chaque fois, et dans tous les cas, il attire beaucoup de joueurs sur lui, ça libère des espaces pour ses coéquipiers, et là, il entre vraiment dans une nouvelle dimension où aujourd'hui, Lamine Yamal est imprenable. Balle au pied, on le voit, il est vraiment imprenable, et il commence vraiment à enchaîner match après match des actions où il va dribbler 2, 3, 4 joueurs. Par exemple, l'autre fois, il avait dribblé 7 joueurs sur une action. On le voit. Et là, il commence vraiment à se rendre compte de son talent, de ses capacités. On dirait qu'il découvre un petit peu de quoi il est capable de faire sur un terrain. Et ça fait que, encore une fois, sa marge de progression est énorme. Parce que là, il se rend compte à peine de ça maintenant. Mais avec le temps, il va continuer à faire des différences. Et il est voué à devenir un joueur qui va changer le sort d'un match à lui tout seul. Ça, pour moi, c'est une évidence. En tout cas, aujourd'hui, c'est perfectible, mais avec le temps, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et que c'est évidemment très positif. Maintenant, pour terminer, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est au niveau de la gestion des émotions. Là, vraiment, le Barça a passé un cap, a pris en maturité. Ici, encore une fois, face à Séville, Fermin Lopez a pris un carton rouge. À ce moment-là, tu as 10 contre 11, il reste 20 minutes de jeu et on connaît le Barça. On a suivi le Barça pendant des années, et à chaque fois que cette équipe prenait un carton rouge, on avait l'impression que c'était la fin du monde et qu'ils perdaient leurs moyens, ils se mettaient à défendre à tout prix, et c'est là que, à ce moment-là, ouais, t'encaisses un but, il y a la pression, il y a le stade qui est en ébullition, les supporters qui sont à fond dans leur équipe, et peut-être qu'il y a encore un but encaissé, et tu finis avec un match nul, ou une défaite carrément, et c'est une catastrophe, alors que tu avais le match en main avant le carton rouge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et je trouve qu'Hansi Flick est vraiment un homme important là-dedans. C'est lui qui fait la différence. Parce que je l'avais dit dans ma vidéo débrief et je le redis encore une fois ici. Par exemple, quand tu fais rentrer Dani Olmo au poste d'ailier gauche et que tu mets Rafinha dans l'axe où tu lui demandes uniquement de prendre la profondeur, de faire des appels en attaque et de ne plus trop défendre, ça permet d'avoir un danger constant sur la défense de Séville. Même à 10 contre 11, tu sais très bien que Olmo ou Lamine Yamal peuvent lancer Rafinha à tout moment en profondeur et il peut aller marquer son but. Donc Séville ne va pas totalement se lâcher, ne va pas totalement attaquer, va redouter cela et à ce moment-là, tu fais peur et tu arrives à mieux défendre. Pour mieux défendre, il faut mieux attaquer. Ça, c'est la devise d'Hansi Flick et il le montre dans toutes les circonstances et continue. Et pour moi, ce qui est fort, c'est qu'il est hyper cohérent avec son style, avec son système et avec ses idéologies. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Hansi Flick. Et puis, par rapport au reste, moi, ce que j'aime chez les joueurs du Barça actuellement, c'est leur détermination. Quand on voit comment ils ont entamé le match face à Séville aussi, avec beaucoup d'envie, avec cette idée de vouloir faire subir le jeu à l'adversaire et avec beaucoup, beaucoup de caractère,
Ça, c'est bien. Et ça aussi, c'est encore une fois un point important pour la suite. Lorsque tu vas jouer avec des champions à l'extérieur face à de grosses équipes, il te faut de la personnalité, il te faut du caractère, il te faut de l'envie. Il te faut aussi un plan auquel tu y crois. Parce que c'est une chose qu'un entraîneur demande de jouer au football offensif, de prendre des risques, etc. Mais si les joueurs n'y croient pas, ça posera toujours problème. Si les joueurs y croient à 100%, là par contre c'est dangereux. Même si le plan n'est pas idéal, imaginons, si les joueurs y croient à 100%, là ça va apporter beaucoup de danger. Et si dans le cas d'un Flick, le plan est très bon et qu'en plus de ça les joueurs y croient, là c'est très dangereux. Et encore plus quand tu sais que les joueurs, c'est Pedri, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha. En gros, c'est les meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Ça, vraiment, c'est hyper positif. En tout cas, voilà, je vous ai donné ma façon de voir les choses par rapport à ce Barça-là. Je suis très content qu'on soit revenu à un point d'Atlético Madrid et à 2 points du Real Madrid. La Liga est relancée. Le Barça pourra aller au bout, a les armes pour aller au bout et, selon moi, va gagner ce championnat. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça va mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.